réponse à cette question, c'est non, en réalité. Ces échecs qui ont été annoncés par l'Institut Pasteur et par Sanofi, en fait, des échecs, il y en a plus que des succès. Alors évidemment, ce qui tombait mal, c'est que là, 2 échecs français étaient annoncés le même jour, quasiment. Alors, la bonne question à se poser, c'est est-ce que la France est susceptible de lancer suffisamment de projets de recherche pour que sur 100 projets de recherche lancés, il y en ait finalement 1 ou 2 ou 3 qui débouchent sur quelque chose qui va être une innovation de valeur pour la santé publique et sur le plan de l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Alors, dans la note du CAE que nous avons rédigée avec Margaret Keil, on s'interroge justement sur les forces et faiblesses du système français, enfin de l'organisation française de la recherche, en se posant les questions à tous les stades finalement qui vont de la recherche, la découverte d'une innovation dans un laboratoire souvent universitaire, jusqu'à la mise sur le marché d'une innovation, donc chose qui n'arrive que à l'issue d'un processus de recherche sur 10, 20, 100, suivant les cas. Alors, c'est plutôt à cette question-là, est-ce que la France réunit finalement tous les bons ingrédients pour que ce processus aboutisse finalement à un grand nombre de succès français, ce qui était le cas il y a encore quelques années. Notre diagnostic consiste à remarquer que qu'on s'intéresse finalement au premier stade, à la recherche académique, universitaire ou à la mise sur le marché, la France ne met pas toutes les chances de son côté. Alors, si on regarde le sujet de la recherche académique française, on constate que d'une part, les financements publics octroyés à la recherche, notamment dans le domaine de la santé, ont plutôt eu tendance à diminuer en France ces 10 dernières années, disons, alors qu'ils se sont accrus dans des pays voisins comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. On partait par ailleurs d'une situation qui n'était pas spécialement favorable, donc point de départ pas optimal et puis diminution des financements. Aujourd'hui, on est dans une situation où les financements publics sont insuffisants. D'autre part, les chercheurs français sont moins bien payés que leurs homologues dans les autres pays de l'OCDE, par exemple. Or, le marché des recrutements de chercheurs est évidemment un marché mondial, donc les chercheurs ont tendance à aller voir ailleurs. C'est un deuxième facteur d'explication. La troisième chose, c'est que quand on franchit un stade supplémentaire vers la recherche appliquée, eh bien, on se rend compte que d'autres pays, et notamment les États-Unis, bien sûr, ont su beaucoup mieux que nous créer un écosystème de start-up et d'innovateurs tout près des labos de recherche académique. On cite souvent, maintenant tout le monde connaît ces problèmes de santé, donc l'exemple de Boston aux États-Unis, qui joue vraiment pour les biotech le même rôle que la Silicon Valley pour les entreprises de la tech, c'est-à-dire une très grande proximité entre la recherche académique justement et cet écosystème de start-up qui se crée autour des grands laboratoires académiques. Ça n'est pas le cas en France, ou en tout cas ça l'est à un degré très insuffisant pour que toutes les chances soient de notre côté. Alors, ensuite, quand on s'achemine encore un peu plus avant vers la recherche, la mise sur le marché des produits, eh bien, on se rend compte que la France mène un très grand nombre d'essais cliniques, puisque tous ces produits doivent passer par des phases d'essais cliniques de stade 1, 2, 3, mais ce ne sont pas nécessairement les essais cliniques de meilleure qualité qui sont financés par la recherche, par le financement public. Par exemple, on sait que ces essais doivent être menés de façon randomisée, de manière à pouvoir comparer les résultats d'une population qui a été soumise aux produits que l'on cherche à tester avec une population qui n'a pas pris ce produit, qui n'a pas été soumis au test. Donc c'est ce qu'on appelle des essais randomisés, dans lesquels on essaye d'avoir 2 populations aussi proches que possible, sauf justement en ce qui concerne le produit testé. Eh bien, la France finance un grand nombre d'essais sur financement public qui ne sont pas des essais randomisés et qui donc ne satisfont pas à ces critères de qualité des essais cliniques. Alors, une de nos recommandations, c'est évidemment de concentrer les financements publics sur les essais de bonne qualité. Et puis après, je dirais qu'il y a l'éternel problème français
que le gouvernement les gouvernements successifs essaient d'améliorer, qui est que la France a une sorte de millefeuille administratif, dans ce domaine comme dans d'autres. En d'autres termes, un innovateur, avant de mettre son produit sur le marché, doit passer au travers de toute une série de procédures administratives qui sont successives, c'est-à-dire que chacune doit prendre place après l'autre, et donc tous les délais de ces procédures se cumulent, et c'est très sensible quand on examine le délai de la mise en marché après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. On est pratiquement 3 fois au-dessus, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne. En Allemagne, on est autour de 110 jours, et en France, on est autour de 400 jours. Donc, on est vraiment très lent, et donc nous préconisons évidemment la mise en place d'un guichet unique qui permettrait de remplir un dossier, disons, qui permette de satisfaire tous ces critères d'une manière simultanée. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France ne met pas toutes les chances de son côté, disons, pour gagner cette course aux innovations dans le domaine pharmaceutique. Ça, c'est une question intéressante, et on l'a bien vu dans le débat récent sur le fait que les brevets devaient du jour au lendemain être transformés en biens publics. Alors évidemment, cette idée est très séduisante. On se dit, après tout, quand on a une innovation qui a été faite et qu'il s'agit d'un bien public comme la santé, on aimerait que cette innovation soit mise à disposition finalement du public de manière à ce que le coût en soit abaissé. Mais ça parle de façon assez négative à l'oreille des économistes, tout simplement parce que pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait de l'incitation à innover. Et l'incitation à innover, elle vient évidemment du fait que les recherches des innovateurs vont pouvoir être financées. Alors à l'heure actuelle, comment ça fonctionne, le financement de l'innovation? Les innovations sont couvertes par des brevets pendant une vingtaine d'années, sachant que la période de commercialisation elle-même, c'est-à-dire la période pendant laquelle les brevets sont susceptibles d'être exploités pour fournir des ressources aux innovateurs, ces périodes sont beaucoup plus courtes que les 20 ans en question, parce que il faut beaucoup de temps entre le dépôt du brevet et la mise sur le marché des innovations, on en parlait tout à l'heure. Donc, la question, c'est si on n'a pas cette protection par brevet qui interdit finalement de dire du jour au lendemain, cette découverte est un bien public et donc il doit être accessible absolument librement à tous, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'inciter les innovateurs à s'engager dans la recherche, puisque finalement on leur fait perdre cette garantie que leur innovation va pouvoir être protégée. Alors en réalité, il y a d'autres solutions. Par exemple, la solution qui consiste pour plusieurs États membres de l'Union européenne, mais on pourrait même imaginer des systèmes qui aillent au-delà de l'Union européenne, des États qui se mettent ensemble, qui définissent des priorités en matière de R&D en santé, et qui s'engagent d'une façon évidemment qui doit être crédible auprès des innovateurs à financer leurs recherches, qui s'engagent ensuite à acheter un certain nombre de produits à un prix déterminé, eh bien, des espèces de concours d'innovation de cette nature-là pourraient être une solution de substitution à la démarche actuelle, dans laquelle, évidemment, l'initiative d'entreprendre des recherches sur telle et telle maladie, médicaments, etc., est du côté des innovateurs, mais ensuite, cette innovation, elle a du succès, elle n'en a pas, elle est mise sur le marché à un prix qui est rémunérateur ou qui ne l'est pas, il y a finalement beaucoup plus d'incertitudes. Donc, si les États pouvaient s'engager à l'avance pour un certain nombre de produits ou de découvertes, pas nécessairement, ce n'est pas forcément une bonne solution dans tous les cas de figure, mais pour certains secteurs jugés prioritaires, on pourrait tout à fait imaginer un financement de cette nature. Les innovateurs seraient financés pour leur recherche, ils seraient assurés d'avoir un débouché puisque les États s'engageraient eux-mêmes à acheter les produits et on aurait ainsi une solution pour à la fois faire des innovations un bien public au fond, parce que ça revient à ça, tout en garantissant aux innovateurs une certaine rémunération pour leurs innovations.